Salut à tous, épisode 8 avec Intermarché ou Anti-Gobert Matériaux sur Pro Cycling Manager 2022. On va proposer ici l'avancée du Giro. Ce sera en fait un Giro sur lequel on retrouvera presque tous les protagonistes, mis à part Almeida, du dernier Giro dans la réalité. Donc c'est plutôt sympathique cet aspect-là. On aura une petite explication entre les favoris, on découvrira ça. Et puis après, dans un deuxième temps, je vous proposerai, mais ça ce sera environ à 6, 7, 8 minutes de la fin de la vidéo, on passera à la fin à parler de dossiers et donc en fait de transferts et de petits plans sur la comète. Voilà. Donc ce Giro s'annonce autour de Girmay pour ce qui est du sprint et autour de il va peut-être falloir faire un choix quand même autour de soit Pozzovivo, soit Jan Hirt pour ce qui est du général. Donc là, il faudra un petit peu réfléchir à ce qui est fait. Puis c'est sûrement peut-être la course qui fera que l'un ou l'autre sera leader. J'avoue être assez incertain au départ de ce Giro. Pour avoir vu dans ce qui a précédé de la saison déjà à quel point les notes physiques des coureurs était prédominante, j'avoue ne même pas vouloir suivre uniquement les notes de montagne par exemple ou de contre-la-montre, puisqu'on sait que l'étape 21 sera un contre-la-montre qui vaudra son pesant de cacahuètes pour ce qui est d'éventuellement intégrer ou sauver un top 5. C'est ce que le sponsor nous demande. Top 5 au général. Voilà l'objectif de Intermarché ou Anti-Gobert Matériaux sur ce Giro. Et mais écoutez, ça commence avec une petite étape sur laquelle je n'ai pas envie, étant donné que 3 coureurs étaient échappés le plus long de l'étape, et notamment au moment des 2 sprints intermédiaires, mais que le cyclamen m'intéresse, hein, évidemment. Hein. Je n'ai quand même pas sprinté pour 2 malheureux points. En tout cas, je ne l'ai pas toujours fait. Je le ferai peut-être, mais là, je préférais un petit peu économiser Girmay pour l'arrivée. Alors, justement, l'arrivée, c'est marrant, il y a un petit Roland au bord de cette route. Pour les habitués de PCM, il y a un Roland de Tour de Lombardie avec toutes ces feuilles mortes là, et donc cette allusion à la classique des feuilles mortes. Pourtant, on n'est pas du tout en Italie. Mais c'était, je sais pas pourquoi, le créateur de cette carte a fait un petit clin d'œil. C'est parti. Heus, Rota, Vliegen, Girmay. On le fait à la forme du moment. Et on essaye de mettre sur orbite via Vliegen. On essaie de mettre sur orbite Binyam Girmay qui peut s'imposer. Ouais, sauf que quelqu'un a surgi de super jolie manière. C'est Ethan Hayter. Donc, victoire pour Ineos Grenadier sur cette première étape. Hayter est sorti et personne d'autre n'avait les moyens de le prendre. Je pense pour notre part que peut-être que l'essentiel des efforts ont été faits un petit peu trop tôt dans cette côte. On aurait pu demander peut-être à Rota, à Vliegen de retarder un petit peu leur intervention afin de faire en sorte que Girmay soit lâché dans le meilleur des moments. Ça n'était pas le cas. Premier maillot rose donc pour Ethan Hayter. Donc après là, il sort de très très jolie manière. Il a dû prendre une très bonne roue. Il a pris une très bonne roue. Il sort au bon moment. Il n'y a rien à faire. Et puis quelque part, ça prouve qu'on peut aussi ne pas s'imposer sur les arrivées en côte. Enfin, sur ce type de côte. Sur Pro Cycling Manager. On n'est pas obligé non plus de gagner tout le temps. Attention, dans la foulée, petit contre-la-montre. Alors celui-là n'est pas déterminant. C'est pour ça que je l'évoquais pas trop. Quand quelques minutes auparavant, j'évoquais le contre-la-montre de l'étape 21. Parce que celui-ci a plus une stature de prologue. Il est court. Les derniers petits pourcentages sur le dernier kilomètre ou dernier kilomètre et demi n'ont pas réellement il dépasse pas les 6-7% et encore même 5 plutôt. Donc bon, c'est pas exceptionnel comme difficulté. On a Jan Hirt qui n'est pas un spécialiste de l'exercice mais qui a un plus 5, donc on peut toujours espérer en fait sur ce genre de cas. Que se passe-t-il pour Jan Hirt? Non, ça le fera pas. Après, le temps concédé sera minime. Pozzovivo sera également, une grosse opportunité pour lui peut-être
de gagner quelques précieuses secondes en vue de ce Giro sur lequel la situation pourrait être très très serrée pour ce qui est d'intégrer un top 5. On va voir. Ouais, bof. Bof. Intermédiaire confirmé pour Pozzovivo qui fait pas une grosse perf. Puis après, Girmay, tous les autres ont couru, allez, j'ai envie de dire presque peinard. Hein. On n'avait aucun espoir de performer avec les autres. Du coup, Dumoulin et Evenepoel ont été les principaux hommes du jour, puisque Dumoulin s'impose d'une courte tête et Ethan Hayter garde son rose sur le dos. Au moment d'aller chercher comme ça une étape 3, toujours en Hongrie, c'est la troisième étape d'affilée en Hongrie. Après, on quittera la Hongrie pour l'Italie, on le sait tous. Et on ira sur les pentes de l'Etna pour s'expliquer une première fois. Alors là, pour le moment, il y a un sprint là qui s'annonce sur cette étape. Que peut-il advenir d'autre? Pas grand-chose. Alors évidemment, il y a les petits sprints intermédiaires. Alors, je ne les dispute pas. Regardez, voilà, là, ici, je laisse aussi s'épuiser. Ça ne m'intéresse pas. Les 2 points ne signifient vraiment pas grand-chose. On a Davide Gaboro qui a profité plusieurs fois de l'échappée pour prendre les points. Mais là encore, ça n'est pas bien significatif, puisque sur la longueur du Giro, ce dernier ne devrait pas jouer un grand rôle sur le classement, le maillot cyclamen. Alors des fois, je me mêle un peu à la lutte, mais après, voilà, on se relève. On se relève quand on voit que tout le monde s'excite. Il y a une douzaine de sprinters là qui sont ultra concernés par les points. À chaque fois, pas besoin d'en faire des tonnes. Il y a 50 points à l'arrivée au classement cyclamen en jeu pour le vainqueur, 35 pour le deuxième ou 30, je ne sais plus. Bref, que représente 1 ou 2 points? Pas grand-chose. On y va. Pic est chargé de lâcher Rota au bon endroit. Et Rota devra ensuite mettre sur orbite Vliegen. Allez, c'est parti. Il y a un train qui vient de nous dépasser. C'est lancé ici. On lance peut-être un peu tard en apparence. Regardez, en plus, Vliegen qui s'est fait bloquer. On va libérer Girmay. Et là, voilà, c'était fait dans le bon tempo ici. Bon tempo pour Girmay. Très bonne victoire devant Arnaud Démare, Phil Bauhaus, notamment Cavendish, Iwan, Gaviria, Philipsen un peu loin, Groenewegen également battu. Bon voilà, il y a pas mal de sprinters. Certains, il y a Viviani aussi qui est présent parfois dans ces sprints. C'est rigolo, des petits relents. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, quand le sprint mondial se résumait finalement à des luttes entre Iwan, Viviani et Groenewegen, voire Gaviria. Enfin, c'est marrant comme ces choses-là changent rapidement. Hein, et puis aujourd'hui, un petit peu comme un symbole, et puis totalement aléatoire, mais je trouve que le clin d'œil est amusant. On les retrouve ici en lutte sur un Giro et non pas sur un Tour de France dans le jeu. Et puis surtout, ils sont souvent dépassés quand même. Hein. La hiérarchie a beaucoup évolué. Attention toutefois aux petits émergents qu'on pourrait apercevoir lors d'une future étape. Je dis ça, je dis rien, mais le petit Olaf Couille pourrait nous réserver des petites surprises de Jumbo-Visma. Ensuite, l'étape de l'Etna. Bah, écoutez, là, je me suis dit, petit hommage à ce qui s'est passé IRL. J'aime bien des fois faire des clins d'œil quand c'est possible. Taramae avait pris une fort jolie 3e place ce jour-là. Hein, donc, pourquoi ne pas essayer de lancer Taramae dans l'échappée, hein, tout simplement. Donc là, c'est parti à 33. 33 coureurs qui partent. C'est toujours intéressant de partir aussi nombreux. Le peloton n'a pas beaucoup résisté. Il faut dire qu'il est emmené, regardez, tout au loin par l'équipe d'Enric Mas. Hein, c'est la Movistar dans un premier temps qui n'avait pas fait tellement le forcing pour revenir. Ils avaient un petit peu
laissé à d'autres équipes la poursuite en milieu d'étape, et puis ils se sont reconstitués là à l'arrière, enfin derrière les échappés, qui peuvent entrevoir la gagne, hein, honnêtement, avec 8 minutes en bas de l'Etna, ça peut gagner, hein, même si l'Etna n'est pas la montée la plus difficile qui soit, ça peut aller au bout. Peut-être qu'on a l'un des vainqueurs du jour, hein, dans ce groupe d'une trentaine de coureurs. Surtout que derrière, ça semble pas revenir immédiatement. Il reste plus que 20 bornes. Il y a toujours presque environ 7 minutes 30. Il faut être vigilant, parce que la lutte à l'avant, du coup, est peut-être un petit peu plus indécise. Taramae ne doit pas trop en faire. Ça, c'est mon gros souci. Ne pas trop en faire et peut-être essayer de porter une estocade au bon moment. Voilà, pour essayer de remporter la victoire d'étape, ce qui nous intéresse au plus haut point. Allez, on va essayer de surveiller les plus forts. Monique, par exemple. Andreas Kron. Attention aux deux Lotto Soudal, donc, en question. Derrière, un peu du mal à coller au tout meilleur. Ça m'énerve profondément. On a vraiment des difficultés de positionnement, hein. Après, il faut dire quand même que là, les efforts se sont intensifiés à l'arrière. Et je tente un coup à l'avant. Parce que, en fait, toujours le même problème. Lorsqu'on fait un peu de va-et-vient entre l'avant et l'arrière, hein, si on a un coureur en échappée et on a également des coureurs dans le peloton à surveiller, c'est logique, les leaders pour le classement général, on se retrouve assez facilement attaqué, alors même qu'on n'était pas avec le groupe en question à l'image. Alors là, ça va encore. Taramae, lui reste-t-il suffisamment de force pour faire face aux offensives des uns et des autres, et notamment, là, c'était Monique Sobrero, et ça devait être Geoffrey Bouchard aussi, qui avait tenté quelque chose, alors que, De Marchi qui part avec Sobrero, moi je ne peux rien faire à ce moment-là, parce que nous nous sommes déjà épuisés auparavant. Ce que je vous disais, choisir le moment où on va produire ses propres efforts. Derrière, c'est un peu le boxon. On a aperçu Nibali, on a aperçu Mas, on a également les Bahrain Victorious, probablement de Pouls et Mikel Landa. On a encore Remco qui résiste, et puis ça a éclaté dans tous les sens. Il y a Carapace un petit peu devant, je vous le dis de mémoire, je vous le dis, voilà, Carapace qui est repris à ce moment-là. Gino Meder également dans les bons coups, et là tout ce qui m'importe, c'est de coller avec Pozzovivo, parce qu'on a compris que Hirt allait concéder du temps sur ce coup-là, et il faudrait que Pozzovivo en concède le moins possible. Donc Taramae s'est fichu pour la victoire d'étape, puisque c'est Sobrero, un petit peu à la surprise générale, Sobrero qui va s'imposer au sommet, et nous on va avoir comme ça quand même, allez, un dernier petit sursaut alors que ça s'observe entre leaders pour recoller au groupe Mas, Landa, Carapace, alors qu'on voit Valverde ici qui sprint comme un dingo. Et voilà, donc il y aura pas vraiment de temps concédé au tout meilleur. Et puis par contre, nos rêves de victoire d'étape ne sont pas concrétisés. On aurait été bien incapable de lutter face à un très très grand Sobrero, et même face à Alessandro De Marchi. Donc un petit peu décevant sur le plan du résultat de l'équipe. Pas décevant du tout sur le plan de l'animation. Cette étape a été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Une course à deux niveaux. L'échappée d'une part et les favoris d'autre part, avec du coup un gros bouleversement du classement général, hein, puisque du coup ce sont les protagonistes de l'échappée qui ont fait les meilleures opérations du jour, avec notamment Sobrero qui s'empare du maillot rose. Voilà, donc ensuite, après ce chamboulement de l'étape 4, on est prêt pour reprendre les hostilités. Étape 5, Catania, Messina. On est encore en Sicile. Et là, on essaie de lancer Yann Hirt à l'avant, dans cette étape-là. Après, voilà, faut signaler quelque chose aussi, une chose que j'ai rencontrée et qui est à noter, je pense, c'est la difficulté de prendre certaines échappées. C'est très très difficile. Alors moi, évidemment, je fais du montage
Donc je ne vais pas insister systématiquement sur les 4, 5, 6, 7 tentatives inutiles et avortées auxquelles j'ai procédé pour enfin obtenir que l'échappée soit validée par le peloton. Et ici, donc, en l'occurrence, ça n'a pas été donné. Ça n'a pas été donné du tout. Jan Hirt se retrouve finalement pour ce qui est peut-être la bonne échappée, quoique ça reste encore à prouver, avec Benedetti, Martinelli et Rivi. Donc, est-ce que c'est la bonne échappée? En vérité, on n'en sait pas grand-chose, puisque derrière, ça roule tellement qu'il n'y a aucune différence de fait, et il n'y aura probablement pas d'échappée vraiment au long cours sur ce coulage. J'essaie quand même juste de prendre les points, vous voyez ici, du classement de la montagne. Sobrero est déjà en tête. Voilà, Jan Hirt a validé 18 points sur un deuxième catégorie, ce qui est toujours ça. Il y a vraiment une grosse prime au vainqueur, à chaque fois. Le vainqueur du GPM, il est vraiment à chaque fois très favorisé. L'écart de points entre le premier et le deuxième, par exemple, est assez considérable. Et toujours plus du double, en fait. Plus du double de points pour le vainqueur par rapport au deuxième. Allez, ici, on va essayer de sprinter pour essayer de rafler les 10 points. Ah là 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 là. Il a craqué, mon pauvre Bignam. Il a complètement craqué sur la toute fin. Peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Après, on a eu des petits soucis à l'arrière sur cette étape, avec des chutes également. Ici, c'est Lorenzo Rota qui, malheureusement, se retrouve dans un groupe de battus, des battus du jour, qui ont chuté, qui ne sont jamais rentrés, car le peloton roule très vite. À ce moment-là de l'étape, du coup, on essaie de se reconfigurer. Heus doit jouer un rôle qui n'est pas le sien d'habitude. Vliegen et Pic auront pour mission d'essayer de mettre Girmay dans les meilleures dispositions possibles pour essayer d'aller gagner ce sprint. Allez, on se place toujours. Des fois, on se fait complètement submerger par un départ et beaucoup de vivacité de la part des équipes de sprinters. C'est vraiment un combat de sprint. Sur ce Giro, c'est pour cet aspect-là assez intéressant. Allez, on passe à droite de la route. Pic qui va mettre Girmay sur orbite. Girmay qui est suivi par Olaf Couille qui passe. Oh là 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 là, dans un mouchoir de poche. On se fait prendre celle-là. Il nous a manqué Lorenzo Rota en avant-dernier lanceur, je pense. Cette chute, mine de rien, n'était pas anodine, car j'essaie toujours de de construire mon train par valeur croissante d'accélération et sprint, globalement, on va dire, évalué. Un exemple, si j'ai quelqu'un qui a 74 de sprint, 76 d'accélération, et quelqu'un qui a, on va dire, 76 de sprint et 78 d'accélération, le 74 passe avant le 76, et le 76 va lancer le sprinter de manière définitive. Donc toujours essayer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sous-consommation du fait des notes inférieures des lanceurs, sous-consommation des barres du sprinter. Or, à la fin, ce qui compte, c'est d'avoir un sprinter à qui il reste le maximum de barres, en l'occurrence rouge, de préférence, la barre de sprint. Bon voilà, au moment de faire son effort à quelques centaines de mètres de la ligne. Et bon, ça marche, on va dire, globalement. J'ai pas de grief contre cette méthode, elle me conduit assez fréquemment à la victoire. Donc il n'y a pas de souci. Ça, c'était aussi, tiens, sur l'étape 6, un moment où je voulais détailler ce que je faisais au tout départ, c'est-à-dire dès lors que l'écran jouait. Moi, je fais toujours pause, en fait, quand je lance une course. Je fais toujours pause. Pause automatique du jeu. Comme ça se lance pas sans que je sois là. Et puis, je suis pas là à attendre que la course se lance. Je décide quand elle se lance. C'est bien plus optimisé comme ça. Allez, Caleb Ewan, voilà, pour aller chercher le petit point du jour
sur ce premier sprint. Non, c'était le deuxième déjà. Ça veut dire qu'on a zappé le premier, je parlais d'autre chose, je ne l'ai même pas vu. Il n'était pas significatif. Ce qui va l'être par contre, c'est l'arrivée. Avec Pic, Vliegen, Rota, Girmay, toujours les mêmes protagonistes pour cette arrivée-là. On est un peu enfermé. Allez, nous oblige à nous décaler, ce qui nous a fait quelque part perdre un peu d'efficacité. Rota, qui aura pour mission cette fois-ci de lancer Binyam Girmay, lequel, ah là là, plafonne. Ça a été encore lancé d'un petit peu trop loin, tout ça. Mais quand je vous parle de difficulté à se positionner, on se fait vraiment enfermer par un moment. Hein. Donc c'est bien, hein, le jeu rebelle, entre guillemets. Hein, le jeu se rebelle, le jeu ne nous laisse pas la partie si facile que ça. Après, il se trouve que Binyam Girmay n'est pas non plus le top sprinter. Il est évident que ce dernier peut être largement battu par tout un tas de gars qui sont ici présents. Donc le jeu n'en est que plus agréable sur ce plan-là. Ici, on voit le ralenti Philipsen qui avait la roue de Caleb Ewan et qui va comme ça produire son effort pile au bon moment pour passer devant, alors que Max Walscheid était lui par contre sur la droite de la route. Voilà, donc c'est pas grave, on continue à marquer des points au classement cyclamen. La troisième place temporaire au classement général de Rein Taramae ne doit pas nous illusionner. Elle n'est que provisoire et peu de chance, bien peu de chance de l'avoir perduré. Étape 7 à venir maintenant. Une étape que je qualifierais de très accidentée, mais pas davantage. Hein. Elle est très accidentée. Dans l'étape, sur cette étape 7, je veux dire, j'ai choisi de demander à Lorenzo Rota, parce que c'est un terrain qui peut être pour lui, d'aller comme ça dans l'échappée. Il avait le retard au général tout à fait nécessaire et suffisant d'ailleurs pour avoir le droit de s'échapper. David Villela semble en très grande forme. Il y a également Michael Scher à l'avant et Robert Gesink. Voilà, les trois hommes semblent un peu au-dessus du reste de l'échappée. Ils mènent grand train par moments. Ils nous surprennent aussi. Là, je me suis fait surprendre par exemple par une attaque alors que j'avais le dos tourné, j'étais sur le peloton. Bon, on le sait, il faut l'intégrer. Ce qui veut dire que parfois, vous me verrez ne plus tellement m'occuper. On n'arrive pas à rentrer. Il faut attaquer pour essayer de reboucher ce trou-là, parce que sinon, on ne les reverra jamais. Des fois, vous me verrez ne pas m'occuper en apparence des gars de derrière. En fait, c'est pas que je m'en occupe pas, c'est que je les mets à un effort que j'estime suffisant. Après, c'est dommage parce que ça peut vouloir dire qu'il n'y a pas eu de réajustement nécessaire. Je pourrais faire pause pour le faire, mais j'aime pas faire pause. Je ne fais jamais pause en théorie, sauf s'il y a vraiment un incident majeur du type la sonnette de la maison qui retentit. Là, je suis obligé d'aller ouvrir, mais sinon, pas de pause sur PCM. Aïe, 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 aïe. Villela, Gesink, qui se sont imposés au nez à la barbe de Rota. Pas très bien joué ce sprint-là. Ouais, il y a beaucoup de points en jeu pour le maillot Azzurro. Donc à partir de là, on les fait, on sait jamais. Hein. On sait jamais ce qui peut être finalement proposé par les situations de course. S'il y a beaucoup de points qui sont pris par Rota un jour donné, écoutez, pourquoi ne pas envisager d'y participer. Puis sinon, peut-être Yann Hirt s'il est lâché au général. Parce que là, il y a quand même une première hiérarchie dans l'équipe qui s'est faite. On a bien vu que, a priori, Pozzovivo était un petit peu au-dessus de Hirt sur la montagne. Donc à partir de là, c'était l'étape 4. Donc à partir de là, ça sent plutôt la carte Pozzovivo à confirmer quand même. On n'est pas sûr. Donc David Villela toujours autant en forme, exceptionnel Villela sur toutes ces séquences. Qu'est-ce qu'il aura été fort le bougre, et il va encore peut-être se payer le luxe d'aller chercher les points
sauf si Rota l'attaque. Allez, allez Rota, tu peux le faire. Ça s'accroche, hein, ça s'accroche derrière. J'essaye vraiment de me battre pour aller chercher des points et j'ai beaucoup de mal, comme on le voit ainsi. Villela et Gezing qui vont finir par se prendre les points au sommet. Voilà, ce seront 18 points pour Gezing, 8 pour Villela et des miettes pour Rota. Bon, alors que derrière, Astana roule un peu. Ah bah pour une fois qu'on les voit un peu sortir du bois, c'est pas mal. Oui, j'oubliais en tant que non inscrit, non partant majeur, il n'y a pas que Almeida. Hein, il y a également Miguel Angel Lopez qui était sur ce Giro, même si ça s'est pas forcément génialement bien passé pour lui, mais il était là. Mais bon, je pense qu'hormis Almeida et Lopez, on a quand même un bon nombre de gros protagonistes du général. Donc c'est quand même pas mal. On va peut-être avoir, comme dans la réalité, une lutte entre Jane Lee et Richard Carapace. Ce serait plutôt sympa. À mon avis, en tout cas, si une telle lutte arrive, on a de bonnes chances d'y assister plutôt à distance, parce qu'on n'est pas du tout du même calibre que ces coureurs-là. Mais bon, on n'hésitera pas à observer ça. Allez, Rota. Est-ce que Rota peut finalement avoir le dessus sur ses compagnons d'échappée? Non. Non, non, non. Et puis en plus, derrière, ça roule très très fort. Ça roule très fort, si bien que Rota s'est laissé reprendre. Et on va essayer de voir, tiens, alors que Juan Pedro Lopez tente une jolie attaque, on va essayer d'y aller avec Pozzo Vivo. On a peut-être un terrain favorable avec Lorenzo Fortunato qui s'accroche juste derrière. Pozzo Vivo peut-il creuser? Toute la question est là. Et là, à mon grand désespoir, Richie Porte d'une part pour Carapace et Valverde pour Enric Mas font le boulot pour ramener tout le monde sur Pozzo Vivo. Donc c'est vrai que niveau équipier, ils sont forts. Ils ont une belle équipe. Ils ont des équipiers majeurs aussi dans les moments importants. Ce qui nous indique qu'ils ont du mal à être déstabilisés. C'est tous ces leaders de renom. Et puis là, donc finalement, on se dit quoi? Environ 27 coureurs. La sélection n'a pas été si forte que cela. On va donc s'économiser pour les toutes dernières difficultés du jour. Il y a une petite côte quand même. Puis l'arrivée aussi, elle est en faux plat montant. Allez, à Potenza. On va essayer de prendre la bonne roue. Ça va sprinter massivement. Et regardez, il y a quelqu'un qui va sortir. Il y a quelqu'un qui va sortir ici. Non, ce n'est pas Sobrero. Non, regardez à droite. Exceptionnelle sortie. Il devait lui rester beaucoup de barres. De Michael Valgren, un revenant. Un revenant pour s'imposer ici sur l'étape 7. Qui, moi je maintiens ce que j'ai dit, n'est pas montagnarde. Ce n'est pas une étape de montagne. C'est juste une étape assez accidentée. Et sur laquelle il y a quand même, oui, forcément, une explication qui a eu lieu entre candidats du général, mais pour l'essentiel, une neutralisation. Il y a plus eu une élimination par l'arrière pour des tas de coureurs qui n'ont pas été en mesure de suivre tout ça qu'autre chose. Donc, un scénario d'écrémage, en fait, écrémage de beaucoup d'entre eux et une victoire pour Michael Valgren. Voilà. Donc, sur l'étape, Pozzo Vivo fait 7. Tous les plus forts sont là, essentiellement. On peut juste peut-être se choquer du fait que Remco est aussi rapidement disparu du classement général, même des 15-16 premières positions. Mais est-ce vraiment surprenant vu ses notes sur la World DB? Pour moi, Remco Evenepoel est quelqu'un qui est difficile à noter sur une database. Et ce qui est certain, c'est que le 75 de montagne est complètement rédhibitoire sur Pro Cycling Manager. Si on veut avoir un Remco qui est fidèle à ce qu'on connaît, il faut peut-être essayer
de, je sais pas, d'adapter les notes, d'être, non pas de le noter d'ailleurs dans l'absolu de ce qu'on pense de lui, mais le noter par rapport au comportement du jeu. Parce que sinon, on aura un Remco qui va être effacé et qui va être quasiment inopérant sur un bon nombre de situations, alors que on a quand même quelqu'un qui a gagné à Liège et plus récemment sur la Classica Saint-Sébastien en faisant des numéros absolument sensationnels. Et puis ça, c'est que pour aborder 2022. Hein. On sait ce qu'on a eu avant. Hein. Donc là, nous, on a une étape qui est franchement difficile. C'est beaucoup de souffrance ici que cette étape 8, sur laquelle on a déjà eu pas mal de chutes. Et puis on se retrouve encore avec Rota, Pic, Vliegen qui sont obligés de remonter, Girmay qui a lui aussi chuté. Pourtant, je vous précise une chose, c'est que il y a peut-être au début du Giro, quelque chose comme ça, je me souviens plus. En tout cas, au cours de la dernière semaine ou des 2 dernières semaines, dans la réalité, j'ai baissé la fréquence de chute du jeu à 0,8 parce qu'effectivement, comme certains d'entre vous dans les commentaires, j'estimais qu'il y en avait trop. Et on se retrouve pour autant, mais là pour moi c'est juste un épiphénomène, hein. On se retrouve avec énormément de chutes sur cette étape 8 qui en plus n'a pas l'air comme ça mais est relativement vallonnée et qui se court, elle est relativement courte également, elle se court sur un rythme effréné. Donc quand on met tout ça bout à bout, on se retrouve avec une étape bien plus difficile qu'il n'y paraissait et même une participation au sprint à venir pour Binyam Girmay qui devient quasiment incertaine en fait. Hein. Parce que Girmay, si vous observez sa barre jaune à ce moment-là, il n'est pas très loin de lâcher l'histoire. Hein. Là c'est Taramae encore qui vient de chuter, après qu'on ait à nouveau perdu Vliegen et Rota. Donc en fait, avec Vliegen et Rota en moins, notre train de sprint éventuel est littéralement désorganisé. On n'a absolument rien à faire. J'ai donc exceptionnellement calé Girmay dans la roue. C'est Heus le protecteur. On a également perdu Barnabas Pic et on a Taramae qui va perdre pas mal de temps au général. On a quelques sprinters également qui ont été lâchés par l'intensité de cette course. Je vois Valverde, je me dis attends, c'est pas possible, il va pas nous la faire à l'envers, le papy Valverde là. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas après tout? Puisqu'il reste encore cette difficulté dans laquelle nous sommes avant de redescendre vers Naples. Allez, c'est parti. Qui va essayer de jouer la sienne? Regardez, c'est Davide Formolo qui va avoir l'intelligence de partir au moment où tout le monde est épuisé. Pouls, Pidcock et Valverde justement qui essaye de partir en poursuite. Derrière, ça a même du mal à s'organiser, ce qui fait que les 3 poursuivants, n'ayant pas vraiment joué le jeu, vont se retrouver repris. On est sur le point de le faire, je le pense. En revanche, Formolo s'est construit une très jolie avance et se dirige vers une victoire aussi inattendue que méritée. Hein. Faut le dire, elle est magnifique celle-là pour Davide Formolo avec une 40aine de secondes, même 50. C'est ficelé, l'Italien va s'imposer à Naples. Et derrière nous, on peut juste essayer, regardez ici, de se mêler à la place, au sprint, pour la 2e place. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on est capable de faire. Que dire? Sinon que, quand même, ces chutes m'ont un peu peiné. Je trouvais qu'il y en avait vraiment trop. Et puis que dire sinon sur le fait que cette étape se soit courue sur un rythme aussi dingue. Je ne m'y attendais absolument pas. Voilà. Donc, très difficile. Scénario assez défavorable pour nous. En plus, on perd Taramae. Il perd beaucoup de temps. Alors, vous allez me dire, c'est un mal pour un bien, parce qu'il va pouvoir s'échapper
à l'avenir bien plus facilement. C'est clair que c'est dans mes priorités que d'envoyer Rein Taramae à l'avant dans d'autres étapes à venir. Mais quoi qu'il en soit, voilà, au général, cinquième Pozzo Vivo dans un mouchoir de poche. C'est très très serré, aucune hiérarchie n'est réellement établie. Bah tiens, justement, ça tombe bien, il y a l'étape 9 qui arrive. Étape 9, établissement de hiérarchie en vue. Avec cette arrivée au Blockhouse, on n'est pas dans les favoris, mais on ne s'en émeut plus. On n'est absolument pas déçu de ne pas l'être. On a juste compris qu'on n'était pas invité. Allez Yann, prends-moi cette échappée. J'ai besoin d'avoir Hirt à plus 5 dans l'échappée pour au moins retrouver le sourire dans cette configuration-là. Et il y a une équipe là qui va beaucoup me surprendre en ce début d'étape. Qui est l'équipe qui poursuit tout le monde? Alors ça, des fois, c'est parce qu'ils cherchent à placer quelqu'un dans l'échappée et ils n'ont pas pu. C'est le team UAE. Je me suis longtemps demandé pourquoi est-ce que UAE roule ici. Est-ce pour Formolo? Non, il n'y a aucune raison. Ou alors c'est pour le mettre dans l'échappée. Est-ce pour quelqu'un d'autre? Regardez, hein. Est-ce que vous voyez des UAE, vous, dans les 15 premiers? Pour être précis, 15e, Marc Solaire. 77, ouais, bof. C'est pas très convaincant comme raison pour rouler comme ça et pour nous faire suer au niveau de la mise en place de l'échappée. Surtout que derrière, c'est les Bora Hansgrohe, mais eux, ils ont peut-être plus envie de contrôler la course pour Jay Hindley. Donc Bora Hansgrohe qui se met à rouler dans la foulée. Bref, l'échappée ne prend jamais réellement corps. En tout cas, avec cette composition-là, elle est peut-être ici avec Hirt, Geschke, Bouchard, Hamilton et Gianluca Brambilla. Peut-être. On va voir si on nous laisse un petit peu plus de champ. En tout cas, on a mis du cœur à l'ouvrage. Ça semble peut-être bon pour cette échappée. On va voir ça. Et non, on est toujours autour de la minute. On a la Bora qui roule derrière, là. C'est terrible. Terrible, on n'arrive pas. Donc, je me suis relevé. Voilà, je me suis relevé. On a mis Hirt en accompagnement de Pozzo Vivo. Et derrière, on va demander à Taramae et à Rota peut-être d'y aller. Taramae était là pour préparer le terrain. Et Lorenzo Rota est capable, lui, d'y aller. Faut-il qu'il soit accompagné? Allez, voilà, c'est parti. On aperçoit Neylands, pourtant deuxième au général. Ça pique les yeux. On aperçoit également le maillot Azzurro. On va revenir sur l'avant de la course, mais là, on assiste un peu à ce qui se passe dans le peloton. Il y a David Eville là. Ah tiens, il y a Marc Padoun, Gesink comme l'autre jour, Cher comme précédemment, Florian Stork et donc Chris Neylands. Donc la présence de Neylands, quelque part, nous condamne un petit peu. Parce que 2 minutes de retard sur Sobrero et de l'avance sur tous les favoris. Il est deuxième au général. Comment va-t-on nous laisser une marge qui, je dirais, pourrait ne serait-ce que permettre un petit espoir? Et là, j'en ai marre que Pozzo Vivo reste au fond, là. Ça me gave, mais je vous dis même pas à quel point ça me gave. Il a passé toute cette étape 9 à être en 50e position, etc. Et ça, c'est pas rassurant. Et c'est surtout très impactant au moment où, voilà, on est ici dans le Passo Lanciano. Et je sais très bien que s'il est en 50e position, à un moment donné, il va se prendre une cassure très très bête. Alors là, on a assisté à une petite attaque aussi à l'avant, à laquelle je n'ai pas bien réagi. J'étais omnibulé par autre chose qui se passait à l'arrière. Toujours la Bora Hansgrohe qui fait le boulot. Voilà, Rota a les moyens de revenir sur tout ce petit monde-là. Allez, pas se faire distancer.
Parce qu'il y a moyen de jouer la carte Rota là-dessus. Est capable de terminer le boulot. Mais par contre, il ne faut pas avoir 2 minutes d'avance sur le peloton. Il faut en avoir 6 ou 7 au départ de l'ascension du blockhouse. Et là, Rota peut aller au bout, bien sûr. Mais bon, voilà, ce ne sera pas pour cette fois. Allez, une dernière tentative. On se positionne ici, voilà, avec toujours Villela en grande forme. Cette fois-ci, certains ont craqué. Et moi, je vais essayer de faire craquer aussi à l'approche du GPM. Essayer de faire craquer Villela, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Du coup, on s'est fait sauter nous-mêmes. Et Villela va encore marquer les points du premier au sommet du Passo Lanciano. Derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Rentrer sur Villela ou attendre les 2-3 mecs qui sont derrière? Moi, évidemment, je pense pour la deuxième option. Il est hors de question qu'on fasse des efforts dans la descente, surtout vu le faible écart. 1,56 toujours pour le peloton de retard sur les échappées. Donc pas grand-chose, encore une fois, à espérer. Oh là là, ça s'est réduit encore à peau de chagrin. L'échappée n'ira probablement pas au bout. Mais sait-on jamais? Je tente. Vous voyez, même l'absence de Chris Neyland n'a pas fait que le peloton nous a laissé tranquille. Ça prouve que les favoris ont vraiment l'intention de se la disputer, cette victoire d'étape à venir. Alors moi, je suis toujours avec un Pozzo Vivo qui était soit accroché à Hirt, qui lui au moins maintenait sa position dans le peloton, soit, là quand même, il vient un moment où on est obligé de le protéger. Je suis obligé de protéger Pozzo Vivo, car il a les meilleures chances de figurer convenablement sur cette étape-là, étant donné que on a compris que ce n'est pas l'échappée qui gagnera. Villela à son tour repris après Lorenzo Rota. Donc, positionnement de Pozzo Vivo, cette fois-ci, enfin, il tient le coup. On va dire sur une position plus que raisonnable. Maintenant, il va falloir essayer d'économiser. Alors, je vous avertis, ne me dites pas pourquoi tu le mets à 88. Si je le mets à 88, c'est parce que si je le mets à 84 ou en dessous, ce pauvre petit Gugus de Pozzo Vivo, là, il est infoutu de garder sa place. Donc, c'est soit il tient le coup, soit il recule, et se retrouve pris dans les mecs lâchés. Et à ce moment-là, on a tout gagné. Donc, Pozzo Vivo, honnêtement, c'est pas très sympa ce que je vais dire, mais Pozzo Vivo, c'est une chèvre. Voilà. C'est une chèvre. Je fais comme le coureur d'AG2R avec Zakharine, là. Chose que je n'aimais pas en plus. Donc, c'est pas sympa, mais il m'a gavé, en fait. Il m'a gavé parce que le mec est à plus 5, ça lui fait 83 de montagne, ça lui fait 79 de résistance, par exemple. Le mec est infoutu de suivre. Alors, je dis pas d'aller gagner, mais de résister un petit peu plus que ce qu'il va le faire. La Mas, Carapace, ils sont sur une autre planète, il n'y a rien à faire. Mas, d'ailleurs, vient s'imposer. C'est peut-être le Giro d'Henrik Mas, là. J'avoue, un invité qu'on n'attendait pas à la place d'Almeida. C'est pas la même équipe, mais voilà. Nibali, 4e. Pouls, équipier de Landa, 3e, qui fait 5. Hindley, grand perdant du jour. Jay Hindley, gros perdant. Et nous, on est au même rang que les Valverde, Richport, etc. C'est-à-dire à presque 3 minutes. Voilà, Michael Storer aussi. Yann Hirt, finalement, il tient son rang. Il prend pas tant que ça dans la figure, avec Thibaut Pinot, là. Et derrière, par contre, c'est l'hémorragie pour tout ce petit monde-là. Ils prennent super cher. Ciccone arrive en même temps que Gianni Moscon. C'est amusant. Toluk, Bernsteiner, Caruso, très décevant Caruso. Et voilà pourquoi j'ai tenu jusqu'ici. C'est parce qu'on n'a toujours pas vu Evenepoel et que Sobrero, il prend 7 minutes 30 dans la figure. Voilà, terminé le maillot rose de Sobrero, qui aura quand même été super beau, Sobrero, sur les
sur les 8 premières étapes. En plus, il était là dès que c'était difficile. Et puis, avant même le groupe Leto, Girmay qui arrive, bien entouré. Voilà, donc Mas a tapé du poing sur la table. Et Pozzo Vivo a prouvé qu'il ne ferait probablement jamais rien de bon sur ce Giro avec nous. 11e, trop loin, trop loin des meilleurs. Donc je suis un peu déçu parce qu'en termes de gameplay, je n'ai rien à faire en fait. Je n'ai rien à faire. Je dois subir cela. Donc 7e provisoire. Là encore, c'est très serré. Hein. Ça peut encore peut-être se décanter, mais Mas Carapace le duel. Jane Lee est déjà un peu loin. Après, on a Villela qui s'est échappé pour ce qui est du classement de la montagne. Et la seule bonne nouvelle réelle nous vient du cyclamen porté par Girmay, qui possède une avance pas exceptionnelle, mais quand même bien réelle sur ses poursuivants. Sobrero hérite du maillot blanc, c'est mérité. Et par équipe, c'est Bahrain Victorious qui performe. Bah oui, on peut penser à Pouls, Meder et Landa dès lors que les difficultés deviennent importantes. Voilà, pour terminer cet épisode, dossier phase 2. Alors, tout un programme. J'ai beaucoup aimé vos avis et j'étais très heureux de les lire suite au dernier épisode et aux questions posées. On était donc sur Benoît, Kwiatkowski et Ayuso. Benoît m'a demandé quel serait son rôle. Non, il ne va pas aller gagner un Tour de France. Ça, c'était avant. On ne refait pas 2 fois la même chose dans la vie et même dans un jeu. Non, voilà, moi je pense qu'il peut aller chercher une Flandrienne. Il peut aussi aider Girmay. Et puis il peut surtout aider son futur leader sur le Tour de France à essayer d'aller le prendre. Et on sait que ces équipiers-là sont juste essentiels. Pour moi d'ailleurs, Kwiatkowski, c'est également quelqu'un qui peut grandement faciliter la tâche d'un leader sur le Tour de France. Un peu comme j'ai déjà fait avec Moscon, si vous voulez, pour Lutsenko, l'année dernière ou l'année d'avant. Voilà. Donc, à mon sens, c'est ce genre de coureur-là qui peut faire gagner, même si c'est pas lui qui va être le leader. Donc, Benoît et Kwiatkowski, j'y tiens. Après, Kwiatkowski, il coûte 12 points. Ça, c'est quand même un peu problématique. Il faut l'avouer. Pour Ayuso, le leader futur de l'équipe sur les grands tours. J'ai entendu. Parfait. Merci pour les avis. Ce sera donc dans une autre carrière que je me le prendrai. Et donc, pas de souci. On ne veut pas que Intermarché s'ouvre à l'Espagne. C'est votre choix. Et pour ce coup-là, je peux le respecter. Pourtant, il y a un marché à prendre pour moi. Nationalité espagnole, pas du tout stupide. Mais on va retirer donc Ayuso de nos contacts. Donc voilà, terminé. Donc Ayuso ne signera jamais chez Intermarché ou Antigobert en 2022. Ça, c'est une première chose de fait. Évidemment, pour le remplacer, le plébiscite est pour Timon Arensman. Donc on va ouvrir une négociation avec Timon Arensman. Ça me pose aucun souci, parce qu'il me paraît avoir un profil plus que formidable pour ce qui est à plein de niveaux en fait. Contre la montre, vallon, note de montagne prédominante, note physique encore à parfaire, mais la résistance notamment. Il va falloir monter en résistance, mais on espère encore plein de choses pour Timon Arensman. Il y a peut-être des coups à jouer avec lui, donc ce sera lui, pas de problème. Ça, je recrute. Après, reste quand même encore une autre petite problématique. C'est celle du remplacement ou pas de Christophe. Puisque Christophe, vous avez vu, il a signé chez Uno X IRL, mais bon, nous, on va pas le prolonger. Un peu au nom de l'obsolescence des notes sur PCM, bref. Je vous avais proposé Philipsen ou Trentin. Sachant que Philipsen présente évidemment un intérêt fondamental. Pour moi, Merlier, trop âgé.
C'est pour ça que je m'y intéresse pas. Hein. Pour autant, Merlier, ça pourrait être un vrai candidat, un candidat plus réaliste. Hein. Philipsen, est-ce que sa dimension à 12 points, là, de coureur star et finalement de sprinter totalement établi comme un top 5 mondial, vous serez d'accord ou pas avec cet avis, Philipsen, est-ce que c'est pas un peu trop fort? Est-ce que c'est pas un peu comme si on signait Egan Bernal, toute proportion gardée? Bon, je pose la question. Si on éliminait Philipsen ainsi que Trentin, puisque vous me l'avez éliminé, on pourrait sinon se rabattre sur Tennyson. De toute façon, c'est pas là que je vais prendre une décision, puisqu'il me reste pas assez de points de dossier. Donc, il faut regarder qu'est-ce qui est possible en termes de sprinter recrutable. Vous voulez Cavendish? Débile. Gaviria, c'est ça? Non plus. Vous voyez, il y a plein de choses en fait qui sont impossibles. Et quand on regarde la liste des mecs qui sont en fin de contrat, on se dit que Philipsen, Trentin, ça pouvait être une discussion. Tennyson peut vraiment être dans la discussion aussi et peut servir de poisson pilote assez idéal. Regardez, Gaviria, Casebolt, pourquoi pas, à la limite. Bauhaus, tu oublies. Moschetti, tu oublies. Caden Groves, pas la bonne nationalité. Maclay, pas la bonne. Valscheid, on oublie. Molano, pas la bonne nationalité. Et après, on descend en gamme. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des types qui, honnêtement, non, vont pas représenter le sprint de cette équipe-là pendant 2-3 ans à venir. Sinon, c'est du délire, quoi. Bref, je me suis souvenu, et puis c'est pas difficile, il suffit de regarder le Tour de Pologne, mais je me suis souvenu que j'avais un gars, Gerben Tyson, qui était très intéressant. Tyson ne serait-il pas finalement la solution comme autre sprinter dans l'équipe à côté de Girmay et non pas avec Girmay sur d'autres courses? De toute façon, le calendrier est assez riche pour qu'on puisse le partager entre deux sprinters de qualité. Est-ce que Tyson ne serait pas la bonne opportunité, quitte à lui adjoindre quand même Mike Tennyson, puisqu'en plus ça ferait un petit clin d'œil à la réalité? Voilà, je pose la question. N'hésitez pas, j'adore vos avis, je trouve ça toujours marrant d'échanger comme ça, et puis je suis très touché aussi que vous preniez du temps pour vous exprimer en dessous de mes vidéos. Voilà, sujet non clos et sujet à venir. On verra ça le 30 mai sur cette carrière-là. On verra si d'ici là, un homme nommé Enric Mas a gagné le Giro ou pas. Bref, l'issue, je vous la propose dans le prochain épisode. Bye bye.